Législative, quels sont les scénarios possibles? Quel sera le dispositif de sécurité autour du nouveau président de la République? Que faut-il attendre de la 70e édition du Festival de Cannes? Alors ces sujets-là et bien d'autres encore seront au cœur de l'actualité la semaine prochaine. Nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Charlotte, bonjour Jean-Marc Dumontet. Bonjour à vous. Bonjour Fred, bonjour Jean-Marc Dumontet, bonjour à tous. Merci de nous suivre en direct sur Figaro Live et sur Facebook. On vous en parle dès maintenant, c'est votre nouveau rendez-vous d'anticipation proposé par le Figaro que vous suivez tous les jeudis à 15h10. Nous sommes en direct, donc vous l'avez compris, vous pouvez poster vos commentaires, poser vos questions. Nos journalistes, notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Dumontet, vous répondront en direct. Oui, et pour nous accompagner, Jean-Marc Dumontet est dans cette émission producteur d'humoristes à succès de Nicolas Canteloup à Alex Lutz en passant par Bérengère Krief, propriétaire de Théâtre Parisien, Le Point Virgule, Le Grand Point Virgule, Bobino et le Théâtre Antoine. En association avec Laurent Ruquier, bien sûr. Absolument, et vous êtes aussi le président de la cérémonie des Molières qui, je le rappelle, sera diffusée en direct le 29 mai prochain sur France 2. Alors, on reviendra en détail sur votre actualité tout à l'heure, Jean-Marc Dumontet, mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire revoir un extrait de C'est Canteloup, le Fou Journal, que vous produisez, présenté évidemment par Nicolas Canteloup et Nico Saliagas, tous les jours sur TF1 à 20h45. Oh là 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 là, énorme surprise, c'est donc Emmanuel Macron qui est élu président. Et tout de suite donc nous retrouvons notre duplex raté. Tout est en place pour le duplex raté? Oui. Allez, on va nettoyer cette vilaine peau pleine d'acné. Oh là là, il y a des boutons partout. Christine, tu m'amènes le Biactol Express, s'il te plaît? En effet, un duplex bien raté. Tout de suite, nous partons au QG d'Emmanuel Macron. Vive la finance, on va s'en mettre plein les poches. Si un Mélenchon prend ça! Rothschild président! Rothschild président! Alors, la victoire d'Emmanuel Macron, c'est surtout la défaite de Marine Le Pen. Une pensée donc pour tous les losers qui l'ont soutenu. Et on m'informe qu'un soutien de Marine Le Pen est en direct. Alors, monsieur, on vous écoute. Alors, priorité au direct, on me dit qu'il se passe quelque chose au carrousel du Louvre. Puisque vous le voyez sur ces images, un petit enfant s'est perdu. Il doit bien sûr chercher ses parents. Ah oui, il a l'air vraiment paumé là. Ouais, tout le monde dit que je suis son père, mais moi je m'en fous, je le laisse se démerder, hein, je vais pas aller le chercher. Le principe de notre émission qui n'est pas de décrypter l'actu en cours, mais celle qui est à venir. Et justement, à propos d'actualité, quel est votre rapport à l'actu? Mon rapport à l'actu, il est très quotidien, puisque j'ai la chance de produire Canteloup. Donc tous les jours, évidemment, il faut qu'on fournisse. Et l'actualité est très riche. Et puis il y a eu cette actualité présidentielle, évidemment, qui était haletante, plein de rebondissements. Donc voilà, c'est mon quotidien, et avec bonheur, parce que ça marie au fond mon métier qui est de la production d'humour, et puis une vieille passion qui est la presse et qui est l'actualité. Donc c'est bien quand vous avez la jonction des deux et que vous en faites votre métier. Voilà. Alors Jean-Marc Dumontet, dans cette première partie de l'émission, nous anticiperons l'actualité politique avec Karl Meeus, les législatives en particulier. On décryptera aussi avec Christophe Cornevin, spécialiste sécurité et renseignement du Figaro, le dispositif de sécurité qui entourera bientôt le nouveau président, si ce n'est déjà le cas, le nouveau président de la République. Mais tout de suite, Fred, je le disais, place aux législatives avec Karl Meeus, puisque ces législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Fred. Alors, Karl, oui. Vous êtes rédacteur en chef, vous êtes ici déjà sociétaire, parce que vous êtes là quasiment à C'est tout ma place. Et c'est exactement, c'est votre place. Alors, Karl, C'est très bien de mettre un nom de façon comme ça. rédacteur en chef du Figaro au Figaro Magazine. La semaine prochaine est la semaine politique décisive. Que va-t-il se passer d'important la semaine prochaine, Karl? Écoutez, le président de la République devra, on va parler au futur, son Premier ministre. On aura le nom, peut-être que vous l'avez déjà, vous. Personne ne l'a. Personne ne l'a. Bon. Lui, il le sait. Mais Lui, il le sait. Il nommera son Premier ministre et, dans la foulée, le gouvernement. Ce qu'il faut, c'est que ça soit fait d'ici mercredi. Traditionnellement, le Conseil des ministres, c'est le mercredi. Et donc, selon le nom du chef du gouvernement, la coloration du début du quinquennat ne va pas être la même. Voilà, vous voulez dire qu'en fait, en fonction du Premier ministre, s'il arrive des rangs de la gauche ou des rangs de la droite, les choses vont être différentes au sein du gouvernement. Oui, exactement. Si des personnalités de la droite et du centre acceptent de venir et que l'une d'elles même va à Matignon, ça change la donne politique.
à un mois des élections législatives. Que vont faire les électeurs de la droite et du centre? Déjà, ils sont un peu déboussolés. Est-ce qu'ils vont voter pour Emmanuel Macron pour lui donner une majorité, ou est-ce qu'ils vont revenir dans leur camp? On voit bien, hein, les Républicains, ils s'opposent ou ils composent. Alors, vous voulez nous dire précisément donc, que ces législatives sont véritablement le point décisif de ce futur quinquennat? Oui, à la fois politiquement, mais surtout, c'est ça dont je voulais vous parler, c'est financièrement. La semaine prochaine, tous les candidats aux élections législatives vont devoir déposer leur candidature en préfecture, dans la préfecture de leur département. C'est du 15 au 19 mai. Le 19 mai, c'est la date limite. Et là, les préfectures vont enregistrer les candidatures, mais surtout vont enregistrer le parti auquel ces hommes et ces femmes vont se rattacher. Et vous savez pourquoi? Pour une question d'argent, je suppose. Financement, le financement. Frédéric, il sait tout. Non, mais ça, on Et ne peut vous pas le le savez aussi, coller Jean-Marc, sur parce des que choses comme j'ai- ça. On le sait. Tout le monde le sait. Ah oui. Bon, alors, bon, d'accord. Donc, c'est pas un exploit, Frédéric. Mais oui, c'est pour le financement. Depuis les lois de 88 et 90, l'État participe au financement des partis politiques de deux manières. Il y a une première manière, c'est le nombre d'élus, députés ou sénateurs, et ça donne droit à une première enveloppe. Et la deuxième enveloppe, c'est le nombre de voix obtenues aux législatives pour les partis qui ont présenté au moins un candidat dans 50 circonscriptions et que ces candidats aient fait au moins 1%. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, quelqu'un comme François Bayrou s'est allié à Emmanuel Macron, mais en disant « je veux au moins 50 à 70 candidats modem pour moi », et il gardera l'argent pour lui. Deuxième bloc, voilà, l'État donne de l'argent en fonction du nombre de parlementaires. Plus il y en a, plus il y a de sous. Vous voulez qu'on fasse des comptes? Ah voilà, ça je veux bien qu'on fasse des comptes, parce que là, par on va contre... faire des comptes. Est-ce que vous êtes bon en maths? Moyen, mais on va essayer. En 2015... Vous êtes bon. J'arrive à me débrouiller en maths. Ouais. En 2015, le PS a reçu 24,8 millions d'euros au total sur l'enveloppe. 14,8 parce qu'il a 396 parlementaires, dont 286 députés. Juste pour vous donner l'autre, la plus bas de la fourchette, le Parti communiste français, ils ont 25 élus, députés et sénateurs. Ils reçoivent 900 000 euros. Ouais, C'est 45 000 par député. Voilà. Vous voyez la fourchette? C'est-à-dire que si le Parti socialiste s'effondre, là ils sont à 286, ils en ont plus que... En 93, c'était 57. Donc, le Ils Parti perdent 14 socialiste millions. pourrait faire faillite. Et bien derrière, c'est la faillite. En revanche, si En Marche récupère plus de la majorité absolue, d'un coup d'un seul, par ce biais-là, il peut récupérer au moins 15 millions. Et donc c'est pour ça qu'En Marche veut que tous ceux qui adhèrent, qui sont candidats sous son nom, adhèrent à En Marche, qu'il n'y ait pas une double appartenance. Comme quoi la politique, c'est vraiment une histoire de sous. Oui, je ne partage pas tout à fait par rapport à En Marche. Ce n'est pas qu'une question de sous. C'est une question de recomposition totale de la vie politique. Et on ne se rend pas compte à quel point la vie politique est en train d'exploser. Et à quel point les anciens partis sont en train d'exploser. Et si En Marche met un peu de temps à désigner ses candidats, c'est parce qu'il y a évidemment beaucoup de tractations. Et parce qu'il y a une aile de la droite modérée qui est en train de rejoindre En Marche, qui veut le faire en bloc. Alors que du côté du PS, l'implosion est déjà là. Hein, elle est totale avec le score de Hamon, évidemment, avec les souhaits de recomposition d'Aubry, Taubira, Hidalgo qui veulent fonder une aile gauche, avec Valls qui est en train de partir lui aussi, avec 80 députés PS qui voudraient partir En Marche. Donc on a une explosion totale de la vie politique et Emmanuel Macron est très intransigeant aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une question d'argent, parce qu'En Marche s'est fait tout seul et sans argent. Parce qu'En Marche est parti il y a un an sans rien, et grâce à des donateurs, qui sont des donateurs privés, mais dans des limites de 7 500 € par don, ils sont parvenus à fonder un mouvement qu'a élu un président de la République. Donc ils ont été quand même assez actifs et assez forts. Ce qu'ils veulent, c'est faire exploser la vie politique. Et on peut tout à fait imaginer que demain, au mois de juin, puisqu'on anticipe, on est 300 députés En Marche, qu'on est 100 ou 150 républicains, 50 du PS, et on a une vie politique qui était totalement remodelée pour un laps de temps très long. Donc je pense que l'argent, il l'aura, Macron. Parce qu'on sait qu'il va faire beaucoup de voix. Oui, Est-ce qu'il va faire 15%, est-ce qu'il va faire 30%? De toutes les façons, c'est colossal en termes d'argent, puisque jusqu'à présent, c'était le seul candidat à l'élection présidentielle qui a coûté 0 aux contribuables, puisque son parti politique n'existait pas. Donc il n'avait pas de financement public. En revanche, ce qu'il vise, lui, c'est révolutionner le jeu politique. Et il est en marche un peu sur ça. Excusez-moi de vous couper, on va répondre à quelques internautes qui ont plusieurs questions à poser à Karl Meeus ou auxquelles vous pourrez peut-être répondre aussi. Il y a Stéphane qui demande comment faire, justement, à propos de financement et de dépenses, comment faire pour réduire le nombre de députés et de sénateurs. Ah bah c'est dans le projet d'Emmanuel Macron. Tous avaient à peu près ce projet-là, tous les candidats à la présidentielle. C'est simple, hein, il faut une loi organique. Alors il y en a certains qui voulaient passer par un référendum, diminuer de moitié le nombre de sénateurs éventuellement, et passer le nombre de députés, je crois que c'est un tiers en moins, il y a 577. Alors c'est quand même un peu hypocrite de la part de tous les candidats, parce que tous ils disent on va réduire, mais on sait que c'est dans 5 ans.
Donc Oui, c'est un peu démago parce que ça fait du bien aux contribuables français de se dire « Ah, mais il y aura moins de frais ». Oui, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et en tout cas, les choix cornéliens pour éliminer un certain nombre de circonscriptions, donc évincer un certain nombre de ses amis, ne se posent pas tout de suite. Mais tous, ils sont assez vertueux sur ça. Merci beaucoup, Karl Meeus, pour ces explications très claires, et les vôtres aussi, Jean-Marc Dumontet. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque week-end dans le Figaro Magazine et que, évidemment, le Figaro Magazine de ce week-end, dont on voit la couverture, présente évidemment Emmanuel Macron en une. Jean-Marc Dumontet, vous aimez la politique. Vous revendiquez d'ailleurs une solide culture politique acquise depuis une trentaine d'années maintenant par les lectures de la presse que vous faites tous les matins. Vous avez même été candidat sur la liste de Chaban-Delmas à Bordeaux il y a très longtemps. Il fallait un petit jeune. Vous savez, il faut toujours des alibis. Non éligible. J'étais le petit jeune non éligible. J'étais en 59e position sur 61, donc je n'ai pas été élu. C'est en quelle année ? 89. 89, c'était le dernier mandat de Chaban. Moi, j'étais le directeur de sa com, de sa campagne. Voilà. Et voilà, j'en garde un très bon souvenir. Vous avez envie d'en refaire de la politique ? Écoutez, j'ai eu la chance d'accompagner Emmanuel Macron pendant toute cette campagne, de façon très engagée et d'avoir accès aux candidats, ce qui était très exaltant. Ça ne peut que réveiller des envies. Maintenant, j'ai une vie professionnelle qui est assez nourrie, dont je suis heureux. Est-ce que j'ai envie de basculer, de changer de vie ? Je ne sais pas. Voilà. Justement, vous le disiez, et on l'a parfaitement compris, que vous connaissiez assez bien quand même les rouages. Vous avez affiché votre soutien à Emmanuel Macron, ça, il n'y a aucun souci pendant cette campagne. Si demain, il vous propose le poste de ministre de la Culture, vous acceptez ? Alors d'abord, je n'ai pas postulé, on n'en a jamais parlé. Ça, c'est quand même le premier point, si vous voulez. Donc le reste, c'est des plans sur la comète. Très sincèrement, je dirais non. Parce que, comme je vous dis, c'est changer de vie. Je suis obligé d'abandonner tous mes théâtres, tout mon métier, parce qu'il faut faire les choses sans aucun conflit d'intérêt, c'est vraiment important. Maintenant, je me suis toujours dit que si un jour on vous le propose, la donne change, parce que tant qu'on ne vous le propose pas, vous avez une réponse. D'accord, c'est non, oui, c'est ça. C'est pas ça du tout. C'est que tout à coup se poserait un vrai dilemme. Un vrai dilemme. Là, à froid, je peux dire non, parce que j'ai un métier, j'ai des artistes que j'accompagne et j'ai vraiment envie de continuer à les accompagner parce que je m'en nourris et c'est quelque chose de très enthousiasmant pour moi. Et puis ensuite, c'est pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pour initier quelle politique ? Pour engager quoi ? Pour quel projet ? Est-ce que vous y réfléchissez quand même un peu ? Non, pas du tout. Alors sincèrement, c'est très présomptueux. Non, bien sûr que non. Moi, je suis rentré en campagne parce que je trouve ce type extrêmement brillant, qu'il a beaucoup de panache et beaucoup d'audace, et que je crois que vraiment pour le pays, on a besoin de sortir de cette morosité, et lui peut l'incarner et être le catalyseur. Mais ça s'arrête à ça. au profil qu'il recherche. Exactement. Personnalité de la société civile qui ont réussi dans leur métier. Oui, mais j'ai eu la chance de m'engager pour servir. Voilà. Et j'aime beaucoup ce mot de servir. Et j'ai servi Emmanuel Macron à un très très modeste niveau. Et il y en a beaucoup qui ont aidé beaucoup plus que moi. Et voilà, ce que j'ai fait et tout le miel qu'il a pu faire de ce que j'ai pu lui dire, parce que c'est sa grande expression, je fais mon miel. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, on l'alimente et puis il prend ce qu'il veut. Voilà, j'ai trouvé ces 5 mois exaltants. Alors voilà. Jean-Marc, vous qui êtes et ça s'arrêtait là. Oui, j'ai quitté un candidat. Maintenant, ce candidat, il est président de la République. Il y a une autre vie pour lui. Et moi, j'ai pas de place là aujourd'hui. Parmi les rumeurs, parce que vous êtes quand même dans le monde de la culture, je vous ai posé cette question, donc savoir s'il vous posait la question, si vous accepteriez. Il y a votre nom circule évidemment. Il y a celui aussi de Claudia Ferrazzi, qui circulent pour être ministre de la Culture. Vous en avez entendu parler ou... Oui, mais non, mais il y a un certain nombre de noms qui circulent. Mais vraiment, enfin, je trouve pas ça correct de parler de ça. Parce que j'ai pas mais je n'ai pas d'informations. Vous avez été très proche de cet homme-là. Non, j'ai été très proche dans le cadre d'un travail que j'ai accompli. Je suis pas son conseiller. C'est pour ça que je dis c'est pas correct, parce que c'est m'arroger, si vous voulez, des connaissances ou une oreille d'un candidat que je n'ai pas sur ça. Donc c'est tirer des plans sur la comète et c'est sortir du petit rôle que j'ai joué avec un grand bonheur. Avec du petit rôle que j'ai joué avec un grand bonheur et un grand privilège de le côtoyer. Voilà. Et ça s'arrêtait à ça. Donc je ne vais pas m'arroger un rôle politique ou un rôle de conseiller que je n'ai pas. Jean-Marc, merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en direct sur le Figaro Live. Vous pouvez poser, et le Figaro Facebook, vous pouvez poser vos questions à nos chroniqueurs et à Jean-Marc Dumontet. Fred, on continue. Je vous propose qu'on continue d'anticiper l'actualité, cette fois-ci l'actualité société avec Christophe Cornevin, qu'on est heureux d'accueillir d'ailleurs
pour la première Bonjour. fois dans Oh, son Christophe. émission. Bonjour Frédéric. Vous Marc, êtes Karl. rédacteur Le en visitage, chef. c'est qu'on lui enlève ses fils. Vous êtes rédacteur en chef adjoint, spécialiste et sécurité et renseignement du Figaro. Christophe, les anges gardiens de la présidence se préparent à vivre l'ère Macron. Oreillettes discrètes et armes à la ceinture. Les membres chargés de la protection du chef de l'État sont aux premières loges de l'alternance. Membres du prestigieux groupe de sécurité de la présidence de la République, ceux qui ont passé 5 ans dans l'ombre de Hollande vont rejoindre l'intimité de son successeur. Alors Christophe, sur qui peut-on compter, sur qui peut compter le président Macron, pour constituer sa garde présidentielle? Charlotte, je pense qu'il peut compter véritablement sur une véritable arme de guerre. Il y a au sein du GSPR, donc le groupe de sécurité de la présidence de la République, une 60aine d'hommes surentraînés, des tireurs d'élite, des gens absolument remarquables. En fait, il va hériter du dispo qu'a actuellement François Hollande, c'est-à-dire une trentaine de policiers qui sont de la protection de la personne, le fameux SDLP, et des super gendarmes du GIGN, qui ont une particularité, c'est que normalement, c'est des gens qui protègent les diplomates dans les ambassades à l'étranger, dans des pays à risque, etc. Donc, des gens qui savent faire, pas peur, et qui y vont. Normalement, ils devraient garder cet équilibre parce que à chaque fois, les présidents ont la tentation de dire le dosage. Est-ce que je mets plus de gendarmes, plus de policiers, etc. Et je pense que Emmanuel Macron sera attentif à ne pas meurtrir l'une ou l'autre institution parce que aussi bien pour les policiers ou les gendarmes, c'est un véritable symbole. Donc, protéger le chef de l'État, c'est une fierté. Donc, il va faire attention. Ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, le patron des gardes du corps de la présidence, c'est un colonel qui est un péchu. Il vient des escadrons parachutistes, c'est un solide. Il devrait rester, normalement. Pour éviter le jeu des chaises musicales, Christophe, qui n'est pas à exclure, qui va redessiner cette mise en place? Alors, l'architecture de la sécurité du président, en fait, c'est un peu le fait du prince. C'est le président lui-même. C'est-à-dire qu'à la différence des États-Unis, par exemple, les États-Unis, le président américain ne s'appartient pas une fois qu'il est élu. C'est-à-dire qu'il signe un protocole en disant je m'engage à vivre à la Maison-Blanche et je m'engage à vivre sur les règles, sous la férule des Secret Service. C'est-à-dire tout ce que dit le Secret Service, je le fais. C'est-à-dire qu'il ne s'appartient plus. En France, c'est l'inverse. Il fait ce qu'il veut. Et donc, du coup, on a eu des protections de présidence à géométrie variable, du genre Mitterrand prenait que des gendarmes parce qu'il voulait le secret absolu, la grande muette, bien sûr. Pour sa fille, Mazarine. Après, Chirac, lui, il a dit il était plus œcuménique, il ne s'intéressait pas trop au garde du corps, Chirac. Moitié-moitié, policiers et gendarmes. Mais quand est élu son AVC en 2005, Chirac, il a fait confiance à un colonel en disant « Vous allez assurer ma protection, vous ne le direz à personne d'autre ». Sarkozy, à l'époque, était ministre de l'Intérieur, il ne l'a pas su, donc il en a conçu une véritable amertume contre les gendarmes, et donc il a pris des policiers. Et après, François Hollande, lui, il a dit, non, on va revenir à moitié-moitié, sauf que lui, il a baissé le format un peu de la protection, parce qu'il pensait que, quand il a été élu, il était assez populaire, quand il a été élu. Et il pensait que cette popularité lui servirait de talisman, et qu'a priori, il n'aurait pas besoin de garde du corps. Et en fait, petit à petit, il a quand même changé de méthode et maintenant, il a vraiment une grosse garde. Christophe, avant de poursuivre énormément de questions sur la sécurité du président, il y a une question qui revient assez souvent. On a passé des images de la sécurité du président et on nous demande, je ne sais pas si on va pouvoir revoir les images, il y a un monsieur sur la droite de la photo qui a une petite mallette. Qu'est-ce que c'est que cette petite mallette? Souvent dans la protection des personnalités. Il y a beaucoup de questions là sur cette petite mallette. Alors la petite mallette, c'est une valise en Kevlar. D'accord. C'est donc une valise qui se déplie en 3 parties. D'accord. On appuie sur un bouton, ça se déplie, ça fait une espèce de mur artificiel qu'on peut tendre entre le tireur et le président pour protéger évidemment le président des balles. Et d'ailleurs, normalement, à côté de cette personne, il y a aussi des gardes du corps qui se promènent avec des parapluies, les fameux parapluies de Cherbourg, parce qu'ils sont vraiment fabriqués à Cherbourg. Le service de la présidence, ils en ont acheté une dizaine. Ça coûte une fortune, vous ne pourrez pas vous l'acheter, ça coûte 7 000 € pièce. C'est des parapluies avec des manches en carbone, des baleines en titane, et le tissu est anti-lacération et anti-jet d'acide. Donc il y a
la valise en Kevlar, le parapluie de Cherbourg, parce qu'il est fabriqué là-bas. Puis après, ils ont tout l'équipement possible et imaginable, à savoir, ils ont tous les gardes du corps ont au moins 2 armes. Ils ont le pistolet. La voiture du président est une voiture blindée? Toujours. 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 Depuis l'attentat du petit Clamart De 62, la fameuse DS-19 qui a été criblée de projectiles, la voiture était blindée. D'ailleurs, il faut savoir que François Hollande, par exemple, il avait, au début de son mandat, disait bon, a priori, on risque rien, donc je vais prendre une DS5 hybride, côté un peu écolo. Et très vite, les services de sécurité lui ont dit non, maintenant, on va arrêter de rire. Et il est revenu dans la la solide Citroën blindée qui pèse des tonnes et qui a une épaisseur de 10 cm de vitre. Quoi. Christophe, il y a un internaute CS75 qui demande s'il n'est pas envisageable de faire comme avec le pape et d'avoir une Macron mobile pour Emmanuel Macron. Alors, une Macron mobile, ouais, pourquoi pas. Le problème, c'est que je crois que la papa mobile ne roule pas très vite. Oui. Et je pense par ailleurs que Emmanuel Macron va être un président très actif. Il va à la vallée du bitume jour après jour, et donc il aura besoin d'un moyen. Il aime le contact, il aime vraiment aller voir les gens. C'est ça. Donc, et justement, donc la papa mobile, au contraire, exclut. Pardon, excusez-moi. Oui, non, mais la papa mobile, ça exclut. Alors que lui, il aime aller voir les gens. Il aime aller voir les gens. On peut plus serrer. Vraiment. C'est justement vous qui avez assisté à quasiment tous les meetings. On est dans une période quand même très compliquée. Le candidat, futur président et président maintenant, qui aime le contact avec les gens. Pour le service d'ordre qui était autour de lui, puisque vous l'avez vécu, c'était quand même assez tendu. Parce c'était très physique. C'était physique et oui. C'était très physique et ils étaient aux aguets. Et c'était beau d'ailleurs parce qu'ils avaient beaucoup d'émotions en parler. Ils étaient très fiers qu'il ne soit rien arrivé à leur candidat. Ils étaient très fiers qu'il n'y ait pas eu dans un meeting, comme Fillon a eu de la farine dessus. Ils étaient très fiers de ça. Et ils étaient extrêmement investis. Mais c'est comme vous disiez, c'est des gens assez remarquables, surentraînés, surmobilisés, d'une concentration absolue. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, il n'a pas l'air si préoccupé que ça par sa sécurité personnelle. Mais non, parce que ça ne fait pas partie, je pense, je ne le côtoie pas aussi intimement que vous, mais d'après ce qu'on me dit, notamment dans les services, parmi les gens qui font sa protection, ce n'est pas quelqu'un qui considère que c'est la première de ses préoccupations. D'ailleurs, on le voit dans sa manière de se mouvoir dans la campagne. Hein. Il est, tout d'un coup, il peut sortir du cordon de sécurité. Il est très affable et très sympathique. Il va serrer la main du gendarme, du policier. Il a montré un certain courage, il faut le reconnaître, à Toulon quand il est allé au contact des pieds noirs. Et bon, évidemment, le fameux épisode des ouvriers en colère de Whirlpool, où là, il s'est vraiment jeté dans la fosse au lion. Et vous gardez en mémoire quand même qu'il a quand même une certaine, on va dire, retenue, réticence à l'égard des services de sécurité, parce que dans le reportage qui a été diffusé sur TF1, je l'avais noté parce que c'est quand même assez inédit. Je ne serai jamais en sécurité parce que le pays est comme cela. Donc voilà, il faut prendre des risques. Allez au cœur de la bête à chaque fois, parce que si vous écoutez les mecs de la sécurité, vous finissez comme François Hollande. Peut-être que vous êtes en sécurité, mais vous êtes mort. Et ça, sur le coup, politiquement mort. Parce que Hollande était quelqu'un d'assez courageux et qui ne s'entourait pas des forces de sécurité, mais qui, en revanche, dans son incapacité à trancher par moment et à aller au front et à aller régler le problème, s'est mis en insécurité, du coup. Et effectivement, cet épisode de Whirlpool est très intéressant parce que Macron décide d'y aller alors que les forces de sécurité du ministère de l'Intérieur lui déconseillent. Et il décide d'y aller. Moi, je vois ces équipes juste après de sécurité privée qui l'ont accompagné au début de sa campagne et qui disent « Le patron nous a dit d'y aller, on y va ». Et ils sont allés voir les mecs de la sécurité, les gendarmes, les policiers du ministère de l'Intérieur. Et ils ont dit « On y va, le patron veut y aller ». Et tout le monde y allait parce que Emmanuel Macron a décidé d'y aller. En tout cas, juste, il faudra faire attention parce qu'il y a eu quand même le précédent du jet d'œuf qu'il a reçu en plein front au Salon de l'Agriculture. Ça aurait pu être autre chose qu'un œuf, bien sûr, alors qu'il était déjà protégé. Il faut le rappeler, on était par une quinzaine de gardes du corps du ministère de l'Intérieur. Effectivement, il a ri. Et je l'ai trouvé d'ailleurs assez bon joueur quand on le voit sur le documentaire. Il est un peu potache en regardant, mais il faut faire attention, d'autant plus qu'on est quand même dans un épisode de menaces terroristes très fort et que sur les réseaux islamistes, de propagande islamiste, la popularité planétaire de Macron fait que d'ores et déjà, il est déjà mentionné. Donc il faut faire très attention. Et il y a une grogne sociale, une violence sociale qui est très forte. Le sujet est passionnant. Christophe,
Merci d'être venu. Merci de nous avoir parlé de sécurité parce que le sujet est important. Quand on dit que c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on veut arrêter le sujet. Ben oui, non, mais on est obligé parce que vous êtes un spécialiste des médias et vous savez très bien qu'on a le temps qui court. D'ailleurs, on va rester en fait. Et il va falloir qu'on passe à d'autres sujets aussi passionnants. Messieurs les censeurs. Karl, merci, à très bientôt. Christophe, merci, à très bientôt. Jean-Marc Dumontet, vous êtes le producteur d'humoriste à succès. Alex Lutz, dont vous dites qu'il est votre fils artistique. Oui, c'est mon fils artistique. Est devenu incontournable désormais à la télévision et sur la scène d'ailleurs, grâce au personnage de Catherine dans Catherine et Liliane, aux côtés de Bruno Sanchez, qui est diffusé lundi, mardi, jeudi, vendredi sur Canal+, à 20h45. Et ben, on va faire comme tout à l'heure, on ne peut pas s'empêcher d'en regarder un nouvel extrait d'Alex Lutz. On a de la chance. D'y voir quand même un président de 39 ans. 39 ans. Mais écoute, il est grand comme ça, c'est notre président. Mais c'est bien d'avoir un président jeune. Tout à fait. Et on a besoin de ce souffle, hein, évidemment. Hein. Mais ça me fait quand même drôle, parce que moi, j'ai jamais eu un président plus jeune que moi, quoi. Je veux dire, ça me donne l'impression d'être une maman d'un enfant de 10 ans que je fais garder par une nounou de 4 ans. Moi, je veux bien que ce soit ma nounou, Macron. Hein. Et moi, je me tape pas 5 ans de dégueulasserie sur le thème, hein, je te préviens. Hein. Oh, ça va. Il me donne vraiment 4 heures. Bon, arrête. J'ai besoin de mon biberon. Mais arrête, enfin. Tu le fais pour me provoquer, me faire du mal. Non. Dès le lendemain, les saloperies. Mais ça me monte. Bah oui, évidemment, ça te monte. C'est tout le problème. Oh quoi, Liliane? T'as été vilaine. Ah ouais. Jean-Marc Dumontet, maintenant on va parler exclusivement de vous, n'est-ce pas Fred? Eh oui, alors, Jean-Marc Dumontet, qui êtes-vous? J'ai un début de commencement de réponse. Vous êtes un cocktail détonnant. L'apostrophe nous apostrophe. Oui, détonnant parce que sans être singulier, vous êtes pluriel. Voilà qui est étonnant. Titulaire d'une maîtrise de droit des affaires, diplômé de Sciences Po Bordeaux comme votre père et votre grand-père, vous étiez programmé pour devenir notaire. Et là, ce qui est notable, c'est qu'avant de devenir propriétaire de nombreux théâtres parisiens, découvreur de talents et producteur de plusieurs artistes, vous avez touché à tout ou presque. Relations presse, créateur de pins, vous avez même dirigé une société de livraison de pizza. Bref, face à tant de facettes, on en perd la boule. Jean-Marc Dumontet, merci d'être notre invité. Merci de m'accueillir. On pourrait penser, Jean-Marc Dumontet, que vous êtes un homme comblé par la réussite et le succès, mais il n'en est rien. Vous dites au contraire, la réussite, je courrai toujours après sans l'atteindre. Pourquoi êtes-vous si sévère? Mais parce que ce qui est intéressant, c'est l'étape d'après. Ce qui est intéressant, c'est le pari qu'on se fixe et d'y parvenir. C'est pas de se contenter de ce qu'on a pu faire, parce que tout ça est malgré tout très médiocre au fond. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le pari d'après, c'est toujours l'aventure d'après. Et pourtant, vous revendiquez un moral de battant, un goût immodéré qui est réservé aux seuls optimistes. Vous êtes toujours. Mais je suis très optimiste. C'est pas de la fausse modestie, ça, Jean-Marc Dumontet? Pas du tout. J'ai l'immense chance d'être optimiste et très insatisfait. C'est-à-dire que ce que je fais, au bout d'un moment, ne me comble pas assez, donc j'ai envie de nouveaux défis. Et c'est ça qui me permet d'avancer. De temps en temps, j'ai des échecs, et c'est très bien, parce que ça vous donne l'énergie pour repartir, bâtir autre chose. Et au bout d'un moment, voilà, il y a un certain nombre de choses que je sais faire. J'ai des théâtres, ils marchent très bien, j'ai des aventures artistiques très très fortes, mais j'ai envie d'autres théâtres, d'autres aventures artistiques, d'autres projets, parce que la vie est courte et qu'il faut multiplier les champs d'amusement possibles. Voilà. Donc c'est pas du tout de la fausse modestie, c'est vraiment comme ça que je le vis, et c'est comme ça que je bâtis ce que j'essaye de faire. Et justement, vous, le découvreur de talent, comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est à l'intuition? Est-ce que c'est au calcul pur? Ah non, c'est pas au calcul, c'est quand ça me prend aux tripes, quand je suis sûr que la personne que j'ai en face de moi, elle a un talent rare, unique. Voilà, on parlait d'Alex Lutz tout à l'heure parce que je trouve qu'il est génial et c'est vraiment mon fils artistique. Mais quand j'ai découvert Nicolas Bedos sur les Molières, je l'ai trouvé tellement brillant, ça m'a bouleversé. Ou Nicolas Canteloup partant faire une parodie dans l'instant comme il fait à la radio quand il pastiche un invité d'Europe 1 ou en convention d'entreprise. Je trouvais ça génialissime. Moi, j'ai besoin d'être ému et bouleversé par les gens. Et c'est comme ça que je les trouve. Voilà, c'est comme ça que je les trouve. C'est pas par calcul. Il faut, au fond, c'est quelque chose que je disais très longtemps à Nicolas Canteloup quand on démarrait. Je disais, Nicolas, je suis ton premier client. C'est-à-dire qu'il faut que je sois ému, il faut que je sois bouleversé, il faut qu'il me transcende. Et à partir de là, je donne tout. Voilà, je donne tout. Quand j'ai eu la chance, au Théâtre Antoine, on a eu 200 dates Lucchini.
Et en même temps, on a eu d'ailleurs pendant 15 dates Gérard Depardieu, mais c'est des gens qui me transcendent, qui sont tellement supérieurs à moi. J'ai la chance de pouvoir les accompagner, j'ai la chance de pouvoir mettre ça en musique. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Alors vous n'êtes pas un homme de calcul, on va dire, mais vous êtes un homme de chiffres malgré tout, capable de redresser des théâtres en faillite et d'investir même votre propre argent dans vos projets. Quel sens a l'argent pour vous ? C'est juste un moyen. Je pense que je sais très bien gagner de l'argent, mais je n'aime pas l'argent. Et c'est ma limite. J'aime pas assez l'argent. Je pense que les très grands industriels, les très grandes réussites économiques, ils aiment vraiment l'argent. Voilà. Si j'aimais l'argent, j'aurais vendu, ou je vendrais aujourd'hui tous mes théâtres. Il y a des grands groupes qui s'intéressent beaucoup. J'aurais beaucoup d'argent, mais c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai l'obsession de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que mes affaires soient rentables, et toutes mes affaires ont toujours été rentables. J'ai cette obsession-là, mais c'est un devoir, une rigueur personnelle. Mais à côté de ça, à titre personnel, j'aime pas assez l'argent pour que ce soit mon seul moteur. Au contraire, l'argent est ce carburant qui me permet d'imaginer et d'accomplir plein de choses. Vous évoquiez à l'instant Nicolas Bedos qui va présenter la cérémonie des Molières le 29 mai. Quel sens vous voulez donner à cet événement aujourd'hui ? Vous l'avez ressuscité depuis 2014. Oui, j'ai eu la chance d'avoir cette aventure à vivre. C'est-à-dire que les Molières n'existaient plus depuis 2 ans. Il y avait vraiment une guerre fratricide entre toutes les familles du théâtre. Et comme j'étais neuf, et puis surtout comme j'avais très envie, je me suis dit qu'il fallait reprendre la barre et redresser le mouvement et relancer ces Molières. Personne n'y croyait. Ça, c'est peut-être la petite qualité que j'ai, c'est que de temps en temps, je crois à des choses et je pense que dans la vie, quand on croit aux choses, elles se font. Voilà. Et on a remonté ces Molières et j'ai eu la chance, la première année, une grande chance, que Nicolas Bedos, je rencontre et que je me rende compte qu'il avait vraiment envie de le faire. Et il a donné un souffle, il a donné une portée, il a donné une dynamique extraordinaire. Et je peux vous dire que ce moment-là, quand il était sur scène, j'étais fier de lui et fier de nous, de notre compagnonnage qui était récent, mais j'étais fier de lui parce qu'il a hissé un niveau extraordinaire. Et donc le sens que je veux, c'est d'abord mettre la lumière sur le théâtre, qui est quand même un art tellement extraordinaire, un art vivant. C'est se dire qu'on a la chance d'être dans un grand pays qui nous autorise à tout. Et il faut vraiment utiliser cette liberté, parce que quand on ne l'utilise pas, elle tombe, donc il faut vraiment l'utiliser, se dire qu'on a vraiment cette chance, et surtout permettre à toutes les familles du théâtre, le théâtre public, le théâtre privé, de se rencontrer. Ils ne sont pas en opposition, ils s'ignorent, ils ne se connaissent pas. Et tout à coup, ils se rencontrent. Et c'est grâce à ça que nous, au Théâtre Antoine, on a accueilli cette année la Comédie Française. C'est quelque chose d'unique, la Comédie Française joue toujours dans ses murs. Ils avaient un très beau spectacle, Les Enfants du Silence, qui s'arrêtait. Et j'ai proposé, mais je me disais que tu n'as aucune chance. Et puis si, ça a marché, qu'on le prolonge chez nous au Théâtre Antoine. Ce sont ces passerelles-là qui sont intéressantes parce qu'il y a beaucoup de créations. Et au fond, quand il y a quelque chose de très bien, on se moque complètement que ce soit du public ou du privé. Il faut que ça soit vu. Et si je peux être cette caisse de résonance et permettre au public de le voir, je suis heureux. Très bien. Et vous parlez de la chance de vivre en France, dans ce beau pays. Vous avez dit un jour, la bonne santé démocratique d'un pays s'exprime par le rire. Il va ressembler à quoi le rire dans ces 5 prochaines années ? Je crois qu'il va continuer à être très libre, parce que contrairement à... Moi, je ne crois pas du tout que c'était mieux avant. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'on est la plus belle période de l'humanité aujourd'hui, vraiment, en termes économiques, en termes sociaux, enfin à tous les niveaux. On est la plus belle période de l'humanité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, mais on est sorti de la pauvreté, on va appréhender le changement climatique très bien parce que c'est des opportunités extraordinaires, cette mutation. Donc il faut juste que ce ne soit pas un côté punitif, mais qu'on voit les opportunités qu'il y a. Donc je crois que ce pays aime la caricature, aime la satire. On a un président jeune donc, qui est dans ces codes-là. On l'a vu dans le documentaire, qu'il est assez rieur, qu'il a beaucoup d'ironie sur lui-même. Donc à partir de là, avec Canteloup, on s'est dit c'est dommage parce qu'on perd toute une classe politique géniale, parce que Hollande était un personnage exceptionnel, Sarkozy était un personnage exceptionnel, Juppé était un personnage très drôle avec Carité. Donc on sait que tous ces gens-là, c'est derrière. Mais on sait aussi qu'un nouveau gouvernement, ça commet des maladresses, ça commet il y a des atermoiements, il y a des difficultés. Donc on se dit qu'on va faire vraiment feu de tout bois avec toute cette matière. Et bien justement, Jean-Marc Dumontet, ça sera ma dernière question. Le mercato des médias a commencé. On a beaucoup vu déjà et entendu parler d'animateurs qui changent de radio à la rentrée. On a parlé aussi également des changements pour Europe 1 dont les audiences sont en berne depuis des mois. Canteloup, il sera à la rentrée sur Europe 1 toujours ? Canteloup, on décidera comme chaque année, et c'est insupportable pour nos dirigeants, au mois de juin. Voilà. Et je me rappelle d'Alexandre Bompard qui ne me supportait plus à la fin, parce qu'à chaque fois, il me disait « Jean-Marc, tout va bien, on continue ». Je lui disais « mois de juin ».
Et donc, ça a été pareil avec Denis Oliven pendant plusieurs années. On attendra le mois de juin. C'est au mois de juin. Pourquoi au mois de juin? C'est pas pour nous faire désirer. C'est juste qu'on attaque de plein fouet et la radio et la télé, avec une équipe d'auteurs, Laurent Vassilian, Philippe Cavrivière, extrêmement doués, avec Nicolas qui est évidemment au feu et au front. Il faut qu'on ait la fraîcheur. Il faut qu'on ait la fraîcheur. Et en milieu d'année, souvent, Nicolas était fatigué et les équipes. Voilà, il y a des moments en mars, avril, où ça commence à peiner parce qu'on a 6 mois derrière nous. Il faut tous les jours se renouveler sur 2 médias différents. Il n'y a pas un millimètre commun. On s'est dit, on laisse passer la saison. Au mois de juin, on se pose, on parle. Voilà. Jean-Marc Dumontet, merci en tout cas de nous avoir donné toutes ces réponses. On enchaîne évidemment sur la seconde partie de l'émission. En musique, s'il vous plaît, parce que comme à chaque fois, Charlotte trouve des petites pépites. Des petites musiques qui nous restent dans la tête. Alors, je vous propose qu'on en écoute une tout de suite. Il s'agit de Blondie avec Fun. Viennent de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission. François Aubel et Damien Mascret. Bonjour messieurs. Alors François Aubel, vous êtes rédacteur en chef en culture télé au Figaro. La semaine prochaine, selon toute vraisemblance, vous serez au Soleil sur la Croisette, pour la 70e édition du Festival de Cannes qui se déroule du 17 au 28 mai. Alors comment s'annonce cette édition anniversaire, François? Plutôt riche, hein, c'est donc les 70 ans, enfin la 70e édition, les 69 ans. Plutôt riche avec 19 films en compétition, 4 films français, on est dans la moyenne haute, c'est entre 2 et 4. Des films très attendus, notamment le Michael Haneke avec Isabelle Huppert et Jean-Louis Trintignant, Happy End. Et ça serait un happy end finalement si Haneke décrochait la palme, puisque ça serait le seul à ce jour à avoir 3 palmes d'or. Donc voilà. Après, on attend beaucoup du côté français Le Redoutable, le film sur la vie de Godard, incarné par Louis Garrel, Godard joué par Louis Garrel à l'orée des années 68, de mai 68. Et puis le Rodin, on est dans le centenaire de la mort de Rodin, donc avec Vincent Lindon dans la peau de Rodin. Vincent Lindon qui, il y a 2 ans, avait reçu le prix d'interprétation pour son film, le film de Stéphane Brisé qui se nomme La loi du marché. Alors Cannes ne serait pas Cannes sans les scandales. Et cette année, alors que le festival n'a pas commencé, il y a déjà des questions qui fâchent. Alors oui, des polémiques, la grosse question, l'épine dans le pied de Cannes, avant même que ça ne commence, c'est cet invité bien encombrant qui est Netflix. En fait, dans sa sélection, Thierry Frémaux a choisi 2 films qui sont The Meyerowitz Stories de l'américain Noah Baumbach et Okja du sud-coréen Bong Joon-ho. 2 films produits par et pour Netflix. Pour Netflix. C'est ça, Netflix. Donc, exclusivement sur la plateforme Netflix. Ce n'était pas du tout prévu pour la salle. Alors, là-dessus... Pas dans les salles alors? Pas du tout. Au départ, pas du tout. Les exploitants sont montés au créneau, il y a eu le CNC s'est mêlé de l'affaire, ça a commencé à bouillonner tout ça. Et puis donc, à un moment, Netflix a dit bon, on va trouver un compromis, on va essayer de faire une projection coordonnée des films en même temps en salle et sur la plateforme. Ouais, sur la plateforme. Et puis finalement, c'est pas du tout la stratégie de Netflix. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Ils s'en sont rendus compte. Ils sont revenus en arrière. Et là, Thierry Frémaux, bien embêté, il fait naître ce qu'on appelle maintenant, désormais, depuis hier, puisqu'il a changé le règlement du Festival de Cannes, une jurisprudence Netflix. C'est-à-dire que
À un moment, on a pensé que ces 2 films allaient être exclus de la compétition. Ils vont rester. On pourra les voir à Cannes, ces 2 films. Donc on va rassurer Fazal, qui protestait en disant qu'en excluant Netflix, le Festival de Cannes se discrédite, il ne reconnaît pas la création artistique. Eh bien, finalement... Oui, non mais votre internaute a raison. Parce que ça a ouvert quand même, il faut bien le dire, une brèche. Là, une brèche sur le monopole des salles. Et je crois que c'est quand même important ce qui vient de se passer. Il ne faut pas le négliger. Parce que quand on entend le réalisateur J.J. Abrams, qui a fait le Star Wars 7, dire « demain, les salles sont mortes », c'est une petite musique de fond comme ça qui est en train de circuler. Oui, mais pourquoi les salles auraient le monopole comme ça? Et effectivement, c'est une première brèche. Donc Thierry Frémaux a préféré dire... En 2018, je change le règlement de Cannes. Maintenant, tous les films que je sélectionne vont devoir passer au cinéma. Sinon, c'est... C'est peut-être des lignes Maginot, parce qu'on vit des révolutions. On vit des révolutions. On est sur la brèche, là. On est en train de voir comment ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. En même temps, c'est vrai qu'il y a certains films qui sortent en salle et qui sont sur 50 copies et qui font même pas 60 000 spectateurs. Ils seraient heureux de faire 60 000. Et qui seraient heureux ou 10 000 et qui finalement ne vont pas sur les plateformes et qui du coup se privent d'un public, d'un habitant, je sais pas, du fin fond de la Creuse qui peut pas aller le voir. Mais même d'un habitant de Paris qui n'est pas venu la bonne semaine dans le cinéma et ça a été déprogrammé derrière. Exactement. Donc voilà, on est sur cette problématique-là. Et l'autre scandale, l'autre scandale qui a commencé dès que son nom est apparu, c'est Polanski. Donc, justement, je me permets de vous interrompre, il y a François qui dit « J'appelle toutes les stars à Cannes à faire barrage à Polanski ». Nous écrit Damien. C'est Damien qui écrit ça. Cette hypothèse est-elle plausible ? Non. Non. Thierry Frémaux a bien fait attention de le mettre hors compétition. Donc c'est l'adaptation. Il faut bien préciser que c'est hors compétition. D'après une histoire vraie, le roman de Delphine de Vigan, il l'a mis hors compétition, il l'a un peu protégé. Personne n'a vu le film. Vous savez, traditionnellement, parfois on voit un peu les films avant. C'est surtout ceux qui sortent en même temps en salle, donc pour pouvoir travailler correctement. Bon, là, blackout total. Et puis voilà, c'est quand même un feuilleton judiciaire. Quand on a vu toute la polémique qui est née au César, autour des Césars, cette présidence de Polanski, finalement, qui préfère renoncer sous la pression des associations féministes, on se dit qu'à Cannes, où traditionnellement les femmes à barbe débarquent sur le tapis rouge, reprochent à Thierry Frémaux, traditionnellement chaque année, de ne pas choisir assez de films de femmes, films faits par des femmes, réalisés par des femmes, là, on va y avoir droit, et déjà, on entend là les associations féministes monter au front. François, je vais dire la phrase qui plaît beaucoup à Jean-Marc, c'est tout ça est très passionnant. Oui, j'avais plein d'autres choses à vous raconter, bien entendu. Tout ça est très passionnant. Alors, juste une dernière question, parce que le temps est compté. À moi, chaque fois. Tous les jours, vous aurez une chronique dans le Figaro, la célèbre Les 24 heures Croisette. Il y a une émission quotidienne sur le Figaro Live. Juste rapidement, quel est le dispositif du Figaro pour que nos internautes puissent suivre Cannes? Une édition anniversaire, ça se fête. Nous, on part avec une grosse équipe. Bien sûr, vous pourrez nous retrouver dans le journal avec 2 à 3 pages par jour. La chronique le 24 heures Croisette, qui est cette année, nouveauté, est déclinée en émission télé, tous les jours à 11h sur le Figaro Live. Je recevrai plusieurs invités pour leur faire parler, débriefer le film du matin, la première projection, le film du soir, et puis raconter un peu les potins, les coulisses, les soirées de Cannes, sans quoi Cannes ne serait pas Cannes. Voilà, parce qu'on va un petit peu sortir, et puis évidemment, voilà, François. un petit peu. Jean-Marc Dumontet, vous serez à Cannes, vous? Non, Alex Lutz y est parce qu'il aide Monica Bellucci à faire sur la mise en scène de la cérémonie. Voilà, exactement. Donc Alex y est. J'y serai par procuration. Voilà. Et on aura peut-être le ou la future ministre de la Culture. À mon avis, il ne faut pas que Macron y descende, mais bon, ça c'est peut-être un autre débat. Merci François. Merci beaucoup François, toutes ces précisions. Je me tourne vers vous, Damien Mascret. Vous êtes également bienvenu aujourd'hui. C'est votre première fois sur le plateau de On vous en parle dès maintenant. Vous êtes médecin et journaliste au Figaro Santé. À la veille des examens et des concours, nous voulions vous parler avec Fred, effectivement, d'un sujet qui concerne beaucoup de jeunes, les smart drugs. Pendant les examens et les concours, ce sont des médicaments utilisés par certains lycéens ou certains étudiants pour un peu améliorer leur fonction cognitive, on va dire, en leur permettant d'améliorer leur capacité d'apprentissage et de mémoire. C'est un phénomène dont il faut se préoccuper aujourd'hui. Alors ça commence, c'est vrai que les smart drugs, c'est censé rendre plus astucieux, plus malin. En pratique, c'est simplement un détournement de médicaments qui ne sont pas prévus pour ça, mais pour booster les performances intellectuelles, ou plus exactement
pour faciliter la concentration. C'est pour ça qu'on voit une utilisation, par exemple, d'un produit qu'on appelle la Ritaline. C'est ce qu'on donne aux enfants qui sont hyperactifs. Alors, ce n'est pas pour les rendre inactifs, c'est simplement parce qu'on s'est aperçu que les enfants hyperactifs, très souvent, avaient des difficultés à se concentrer. Et en leur donnant la Ritaline, eh bien, on facilite la concentration, on apaise d'une certaine façon le cerveau. Et donc, il y a une meilleure mémorisation, une meilleure facilité de travail. Donc, les étudiants se sont dit, eh bien, après tout, utilisons le produit, puisque ça marche avec les enfants qui ont des troubles de la concentration, ça va nous aider à nous concentrer. Et puis, il y a un autre produit, c'est le modafinil. Alors là, c'est un produit qui est utilisé plutôt dans la narcolepsie. Vous savez, ces gens qui brutalement s'endorment. Oui, voilà, ça peut être très dangereux. D'ailleurs, on peut être au volant, par exemple, et s'endormir. Et bien là, là aussi, on s'est dit, et puis les pilotes de chasse, on a déjà vu, il y a eu des expériences de fait, des pilotes américains, après 37 heures sans dormir, avaient encore des performances similaires à quelqu'un qui avait dormi normalement. Donc on voit que ça a un effet très très puissant pour lutter contre le sommeil. Donc ça peut donner ce petit coup de boost à la fin, à une période cruciale. Donc effectivement, c'est un détournement qui est quand même assez compliqué en France parce que c'est des médicaments qui sont prescription initiale à l'hôpital, c'est compliqué. À l'hôpital, mais on sait que certains médicaments sont parfois disponibles via des sites internet, donc on peut les obtenir, se faire livrer chez soi sans passer par un médecin. Oui, alors c'est vrai qu'il peut y avoir une utilisation souterraine, un approvisionnement par internet. Alors c'est toujours dangereux parce qu'on ne sait pas sur quel produit on tombe, on ne sait même pas s'il y a du principe actif, on n'est pas sûr que ce soit des produits purs, donc il peut y avoir des dangers, des vrais dangers. Et puis aussi, c'est des médicaments qui ne sont pas anodins. Très souvent, les médecins, avant de prescrire de la Ritaline ou du modafinil, par exemple, vont faire des tests cardiaques pour vérifier qu'il n'y a pas une anomalie, parce qu'il peut y avoir des conséquences gravissimes si on prend ces médicaments alors qu'on n'a pas été filtré. Docteur, j'ai une question de Yvette qui dit la mélatonine pour dormir, est-ce que véritablement ça marche? Parce qu'il est préférable de bien étudier, enfin de bien réviser, de prendre de la mélatonine pour bien récupérer et travailler. C'est peut-être. Alors la mélatonine, ça marche, c'est une hormone naturelle qui prépare au sommeil, donc c'est plutôt pour se préparer au sommeil. Donc je dirais effectivement ceux qui ont du mal à s'endormir, et tout le débat est là d'ailleurs, parce que on pourrait se dire aujourd'hui, certains se posent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des tests finalement, comme on fait avant un Tour de France ou une compétition? Quand il y a une épreuve, après tout, c'est un examen. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des tests à tout le monde? Des contrôles antidopage avant d'entrer en salle d'examen? Contrôle antidopage avant les examens. Or, c'est complètement irréaliste pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a pas de raison non plus que l'étudiant qui souffre d'insomnie, qui a du mal à dormir, qui est particulièrement anxieux, soit désavantagé parce qu'il n'arrive pas à s'endormir par rapport à un autre étudiant qui dort très bien. Parce que, je le rappelle quand même, le meilleur psychostimulant, c'est le sommeil. Si vous avez passé une bonne nuit, vous avez des performances, mais alors qui dépassent la Ritaline, qui dépassent le modafinil, et vous avez même, allez, on va dire quand même un petit truc pour ceux qui nous écoutent, vous avez quelque chose qui est aussi efficace que le modafinil, c'est la caféine. On a calculé, et d'ailleurs en Australie, dans un État australien, on rappelle aux chirurgiens qui sont en manque de sommeil et qui pourraient mettre en danger leurs patients, qu'en prenant l'équivalent de 4 à 5 tasses de café, eh bien, ils ont l'équivalent d'un comprimé de modafinil. Donc, il vaut mieux se tourner vers le café qui est naturel plutôt que d'aller vers un médicament, surtout si on s'est procuré sur le net. C'est pour rester en forme, on va dire. Mais si on est un petit peu anxieux, qu'on voudrait chercher le sommeil, comment on y remédie? Alors là, on n'est plus dans les psychostimulants, on est plutôt dans le traitement du sommeil, effectivement, des troubles anxieux. Alors là, on peut avoir toute la gamme, du moment que ça marche pour vous, que ce soit la phytothérapie, que ce soit les thérapies cognitives ou la relaxation, tout est possible, tout peut être utilisé. Encore une fois, à condition de ne pas se lancer juste au moment des examens à tester quelque chose. Si on prend quelque chose, il vaut mieux l'avoir fait avant, au calme, pour voir l'effet sur soi, parce qu'on peut avoir des surprises et parfois même des mauvaises surprises. Pas somnifère, non? Non, il faut éviter les somnifères. Là aussi, vous allez avoir un effet immédiat, mais vous risquez d'avoir un effet rebond après. Donc attention aux somnifères, même si on dit que des somnifères à demi-vilantes, c'est-à-dire qui aident à s'endormir, mais qui n'agissent pas, n'auront pas d'effet désastreux le lendemain. Oui, mais malgré tout, ça peut perturber l'architecture du sommeil, et on sait que c'est pendant le sommeil que la mémorisation se fait le mieux, donc il faut soigner son sommeil. Damien, juste une dernière question d'un internaute. Papy n'est pas content. Il nous écrit, en donnant les noms de ces drogues, il ne faudra pas s'étonner si à l'avenir de nombreux problèmes se posent. Alors oui, il faut savoir que sur le net, les étudiants n'ont pas besoin de nous pour trouver le nom des produits. Encore, moi, je n'ai pas donné toujours le nom commercial, j'ai parfois donné la dénomination internationale, mais effectivement, c'est très facile de trouver tout ça sur le net. Méfiez-vous, encore une fois, à part le modafinil et la Ritaline, vous voyez, je redonne les noms, mais qui peuvent avoir des conséquences médicales graves si votre médecin n'a pas vérifié que pour vous, ça n'était pas dangereux. Eh bien, pour le reste, tournez-vous vers le café et la caféine, parce que là, par contre, caféine, sommeil, on n'a pas trouvé d'effet indésirable.
Docteur Damien Mascret, merci beaucoup de toutes Merci ces beaucoup, précisions. Je vous rappelle que le hors-série Figaro Santé spécial régime, lui, par contre, est toujours disponible chez nos marchands de journaux et sur le figarostore.fr. Jean-Marc Dumontet, vous avez un petit truc, vous, pour lutter pour le stress, si vous êtes stressé ou il y a quelque chose qui naturel Non, je ne suis pas très stressé. Non, pas très stressé. Non, j'ai cette C'est chance-là. Non, mais je ne veux pas que le stress m'envahisse. Voilà. Donc je l'ai décidé un petit peu. Voilà. Excellent. Et je trouve que ce postulat marche assez bien. Donc c'est la maîtrise jusqu'au bout. Non, c'est Même pas la du maîtrise, stress. c'est que j'ai pas envie d'être envahi, donc voilà, je mets des barrières, voilà, et ça marche plutôt, en tout cas je crois. J'ai peut-être le sentiment, il est peut-être infondé, mais j'ai l'impression que ça marche. Voilà. Merci Jean-Marc Dumontet. Merci. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Jean-Marc Dumontet, je rappelle donc que vous êtes le président de l'association des Molières. Vous orchestrez à ce titre la 29e nuit des Molières le 29 mai prochain aux Folies Bergères. La cérémonie sera retransmise en léger différé parce qu'elle est précédée en première partie de la pièce Fleur de cactus avec Catherine Fro depuis le Théâtre Antoine à Paris. C'était l'un des grands succès de la saison théâtrale de l'an dernier. Nicolas Bedos sera le maître de cérémonie de cette nuit des Molières, dont on rappelle qu'elle est diffusée sur France 2. Et il sera entouré de grands noms, Nicolas Bedos. Pierre Arditi, François Berléand, Fanny Ardant, Emmanuel DeVos, François-Xavier de Maison, Camille Chamou, Camille Cotin et Vincent Dedienne. Il n'y a presque que des soutiens de Macron là-dedans. Jean-Marc Dumontet, avant que nous nous quittions, je vous offre le dernier, magnifique. Le hors-série Toscane. Le hors-série Toscane. Merci beaucoup. Super beau. Avant de partir, vous reposer. Un voyage étourdissant, 164 pages. Et vous qui aimez les mots aussi, eh bien, j'ai le plaisir. La précision des mots. C'est le dernier, les nuances de la langue française ou l'art de choisir le mot juste. C'est avec grand plaisir. C'est notre ami Jean-Loup Chifflet qui a travaillé sur ce dernier numéro. Je vous rappelle que nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore, Jean-Marc Dumontet, d'avoir été notre invité cette semaine. Merci à Damien et François d'avoir été parmi nous dans cette deuxième partie de soirée, d'après-midi, pardon. Oui, de soirée. Ça, ce sont les la caféine, docteur. C'est la caféine. C'est l'effet Cannes. On se retrouve jeudi prochain, 15h10, même heure, même émission, et on finit en musique, évidemment, parce que c'est toujours comme ça. Avec Blondie.